Clément Beaune, bonjour. Vous avez Bonjour. été conseiller du président, ministre, député, vous avez été battu aux législatives en juillet dernier et vous revenez avec un livre, je dirais malgré tout que la politique est belle, paru le 5 février chez Stock. Ah, vous n'êtes pas rancunier. Non, je ne suis pas rancunier, c'est un très beau cadeau pour la Saint-Valentin et je pense que l'idée que la politique est un engagement noble, important, de raconter aussi, non pas des anecdotes, mais un certain nombre d'épisodes que j'ai vécus et dont j'essaie de tirer des leçons pour le fonctionnement de nos institutions, c'est aussi la responsabilité de ceux qui ont été en politique. Moi, j'aime pas ceux qui ont été en politique et je veux d'ailleurs continuer à m'engager et qui expliquent après que rien n'était possible, que rien n'est de leur faute, que rien n'a dysfonctionné, que en fait c'est une activité qui n'a rien d'efficace ou rien de noble. Moi, j'essaie de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas de mon point de vue, et puis surtout de faire des propositions, parce que ça n'est pas simplement d'avoir un diagnostic sombre, mais d'essayer de dire comment faire mieux sur l'écologie, l'Europe, la sécurité, l'immigration, les institutions. Vous avez été au début de l'aventure avec Emmanuel Macron, vous faites une sorte de bilan de ces années Macron. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans le macronisme de 2025 ? Et ce qu'on appelle macronisme, c'est d'abord l'engagement autour d'Emmanuel Macron, ça je le partage toujours. Et puis ça a été aussi une méthode politique qui a dit dans un pays qui est fracturé, qui est fragmenté, il est peut-être encore plus politiquement aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler différemment et à travailler ensemble. Cette idée, ce qu'on a appelé le dépassement, oui j'y crois, je pense qu'elle prendra sans doute d'autres formes, j'évoque des coalitions, c'est d'ailleurs ce qui doit se passer, ce qui commence à se passer un peu, tant mieux au Parlement, mais l'idée... Ça n'arrive pas un peu trop tard ? Si, je pense que ça aurait dû arriver... D'ailleurs, dès 2022, puisqu'il y avait une majorité relative. Après, la responsabilité, comme sur beaucoup de dysfonctionnements politiques institutionnels, elle est collective. Parce que c'est pas celle du président. C'est celle du président, comme celle d'autres acteurs. Mais je prends l'exemple de l'après-dissolution. C'est une décision du président de la République. Et puis ensuite, il y a un résultat électoral. Et avec une forte participation. Vous le racontez dans votre livre. Oui. Cette annonce de dissolution, vous la prenez comme... quasiment toute la classe politique sur un plateau télé, vous n'étiez pas au courant. Non, effectivement, je la prends. Et puis après, on repart au combat, on repart en campagne. C'est aussi ça la politique, des chocs et des combats. Mais après la dissolution, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce Parlement où il n'y avait pas de majorité claire. Et tout le monde a dit pendant l'été, beaucoup de forces politiques, maintenant c'est le Parlement qui décide, on va travailler ensemble. Il y a eu 0 réunion pour essayer de trouver une plateforme, une coalition, un accord commun. Tout le monde a attendu que le président convoque les partis. Donc on ne peut pas toujours renvoyer le président à ses responsabilités et ne pas s'en saisir quand on est une force politique, un parti, un parlementaire. Ça, c'est le mal français, c'est l'obsession présidentialiste, c'est-à-dire que tout le monde regarde la présidentielle d'après, le président du moment, et personne ne veut partager la responsabilité ou l'impopularité quand il y a des décisions difficiles. Ce que réalise François Bayrou aujourd'hui, je crois que c'est en train de faire converger des forces politiques. Alors vous faites des propositions dans votre livre, pêle-mêle, désaligner le calendrier des élections législatives de celui de la présidentielle, revenir au septennat, introduire le scrutin proportionnel aux législatives par département, autoriser à nouveau le cumul des mandats parlementaires, mais aussi convoquer des référendums régulièrement. C'est un programme de candidat, ça ? Non, c'est un programme d'un responsable politique qui a vu fonctionner. Pour qui, alors ? Pour ceux qui s'en saisissent. Et puis moi, je vais continuer à porter ces idées, je vous rassure, bien sûr. Mais on crève d'avoir seulement de la com et puis seulement de la compétition électorale. Et je crois un manque d'idées. Et donc, beaucoup d'autres, mais j'essaie d'y contribuer, doivent et peuvent apporter des idées dans le débat. La politique, c'est quand même le choix d'une offre qu'on fait à nos concitoyens, et puis ensuite, on vote. Bon. Donc, au cours de ces années, il n'y a pas eu assez d'idées ? Si, il y a eu des idées, bien sûr, mais c'est un renouvellement permanent. Et si je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas fait assez, on doit avancer, c'est justement cette question institutionnelle. Moi, je dis que tous nos problèmes sur lesquels il y a des débats légitimes, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'écologie, qui préoccupent les Français, les institutions un peu moins, ils prennent racine dans une crise démocratique. Et je pense, le référendum en fait partie, qu'il faut qu'on dégonfle un petit peu, si je puis dire, les attentes, les critiques vis-à-vis d'une seule personne, quelle qu'elle soit, qui est le président du moment, et que les partis politiques, les Français, participent davantage autrement à la vie politique. Et des référendums régulièrement. C'est l'avis du président. C'est l'avis du président de la République. Oui, quelles questions vous pourriez lui conseiller de poser aux Français dans les mois qui viennent ? D'abord, je pense que si on veut justement dépersonnaliser un peu les choses, il faut poser plusieurs questions en même temps, sur des sujets qui peuvent être assez différents. Ce que font par exemple nos voisins suisses, il y a régulièrement des votations sur des petits ou des grands sujets de société. Par exemple, sur l'élection à la proportionnelle. Est-ce qu'on veut élire demain nos parlementaires à la proportionnelle ? Sur des questions de société qui nous taraudent, comme la fin de vie, je pense que ce serait aussi... L'immigration ? Et l'immigration, moi, j'ai pas de tabou. Simplement, je vois pas quelle question on pose. Parce que le référendum, c'est pas à la place du Parlement. On élit aussi des représentants pour débattre de sujets complexes quand il n'y a pas oui ou non. La proportionnelle, c'est oui ou c'est non. L'immigration, je vois pas bien
quelle question, à part entretenir une campagne démagogique, on va poser aux Français qu'ils pourraient trancher? On a aussi un Parlement, que le Parlement se saisisse de sujets comme le budget, comme l'immigration et comme d'autres. Le référendum, c'est complémentaire. L'immigration, d'ailleurs, c'est ce qui a, on peut dire, causé votre perte au sein du gouvernement, Perte, je ne crois pas, mais du au gouvernement départ, sans doute. Borne. Vous aviez fait entendre votre voix au moment de la loi immigration. Vous le regrettez, ça? Je ne regrette pas d'avoir porté des convictions, ça jamais. Je l'ai fait sur plein d'autres sujets, mais dont celui-ci, je n'imagine pas qu'en politique, on se planque. Ensuite, on peut me reprocher les modalités, et je reviens dans le livre longuement sur ce sujet, puisqu'on m'a reproché des choses qui n'étaient pas la réalité, notamment des menaces de démission qui n'ont pas existé. Mais sur le fond, je ne regrette pas qu'on est en politique. Moi, j'étais ministre des Transports, j'aurais pu tranquillement fermer ma bouche, mais je pense que c'est important de défendre ses convictions. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Et il faut aussi en politique savoir prendre un certain nombre de risques. Si on risque sa place, c'est pas bien grave. Il y a d'autres façons de s'engager. Je me suis engagé ensuite dans la campagne des européennes. J'ai été député. Aujourd'hui, je contribue au débat autrement. Mais vous ne vous sentez pas responsable finalement de ne pas avoir assez pesé? On vous faisait considérer que vous faisiez partie du courant plutôt de l'aile gauche de la Macronie, de ne pas avoir assez pesé face à cette aile droite qui a pris le pas finalement au gouvernement. Si, je pense, et je le dis d'ailleurs, parce que c'est trop facile de dire c'est la faute des autres, et moi, je n'ai aucune responsabilité. Quand on n'est pas à l'aise avec quelques sujets, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, la politique de l'offre, l'Europe, sur lequel je suis parfaitement à l'aise, si on n'est pas à l'aise sur certains sujets, c'est que la bataille des idées n'a pas été assez bien menée. Et je n'élude pas le sujet de l'immigration dans mon livre, je dis qu'il faut le traiter, lutter contre l'immigration illégale, mais je pense que toutes les mesures nationales dont on parle tous les jours sont assez peu efficaces, et que la vraie question, c'est comment quelques pays européens ensemble font pression sur les pays d'origine et de transit migratoire pour les reconduites et mieux exécuter les OQTF. Le reste, c'est beaucoup de com. Richard Ferrand, c'est un bon candidat pour le Conseil constitutionnel, selon vous? Vous le connaissez bien. Je le connais bien, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le candidat qui est présenté par le président. Là aussi, je suis quand même très surpris par la confusion. Le président propose un candidat, c'est notre Constitution. C'est pas nouveau, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé. Le profil de Richard Ferrand, c'est en plus un profil qu'on a connu dans le passé, un ancien président de l'Assemblée nationale, comme Laurent Fabius, comme Jean-Louis Debré, un ancien élu, un ancien député. Le Conseil constitutionnel, c'est pas un tribunal de magistrats professionnels, c'est autre chose. Et le président propose, et le Parlement va avoir l'occasion de s'exprimer. Donc j'entends des gens de l'opposition qui ont des critiques à faire. Ça se fait pas sur un plateau de télé, ça se fait en commission des lois, où il y aura un vote qui va s'exprimer. C'est démocratique, ça a toujours été la procédure depuis plusieurs années. Ça n'a pas changé, ni avec Richard Ferrand, ni avec Emmanuel Macron. Un mot sur Jean Castex, qui hier a été placé en garde à vue dans une affaire, des soupçons pèsent sur lui, sur des décisions qu'il avait prises lorsqu'il présidait une communauté de communes dans les Pyrénées-Orientales. C'est un dossier judiciaire, donc je ne le connais pas et je n'ai pas à m'exprimer dessus. Je veux simplement redire mon respect, ma grande amitié pour Jean Castex. Et en un mot, est-ce que vous pourriez être candidat à la mairie de Paris? Je pourrais, mais rien n'est décidé. Merci beaucoup Clément, bonne journée à vous.